Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je dois vous annoncer que j'ai acheté mon premier Mac et non il ne s'agit pas du nouveau MacBook Pro 2018 qui a été légèrement restylé, modifié, mais il s'agit bien de ce truc là, à savoir un iMac G3. Pourquoi acheter un iMac G3 aujourd'hui? Eh bien pour plusieurs raisons. La première raison c'est que c'est une machine qui est assez iconique et qui a en partie sauvé Apple au moment où elle est sortie. Et donc c'est une machine que j'avais envie d'avoir, sachant que j'en avais pas encore, je n'ai jamais eu l'occasion de récupérer ou quoi que ce soit, donc j'ai décidé d'en acheter un. La deuxième chose, c'est que ça va faire 20 ans que l'iMac G3 est sorti. Les premiers modèles sont sortis le 15 août 1998, et comme on approche du 15 août 2018, les premiers iMac G3 vont donc fêter leurs 20 ans. Et enfin, un troisième point, c'est qu'il y avait tout simplement une annonce pour cet iMac G3 sur eBay pour pas cher, et donc j'ai décidé de l'acheter. L'avantage en plus de cet iMac G3, c'est qu'il était donc à vendre sur eBay pour pas cher. Quand je dis pas cher, c'est qu'il était à vendre pour seulement 18 €. Et croyez-moi, c'est pas cher parce qu'on trouve des iMac G3 à des prix qui sont assez élevés, je trouve, pour une vieille machine d'il y a 20 ans. Mais je pense que l'effet Apple et l'effet collector est en train de repartir. Donc c'est des machines qui sont plutôt en train de reprendre de la cote. Malheureusement, pour ceux qui aimeraient bien en acheter un pour juste en avoir un comme ça et qui n'ont pas envie de débourser 100 € dans un iMac G3. Donc j'ai acheté pour seulement 18 € avec son clavier et sa souris. Et ça c'est très important puisque le clavier et la souris sont de la même couleur que l'appareil. Et c'est très difficile d'en trouver. Des fois on a des iMac G3 pas cher, quand je dis pas cher, c'est seulement pour une trentaine ou une quarantaine d'euros, mais il n'y a pas le clavier et la souris. Et trouver le clavier et la souris qui vont avec, ça peut être très compliqué, et encore une fois, ça peut coûter de l'argent. Tout ça, ça cachait quand même quelque chose, à savoir que cet iMac G3 était vendu comme non testé. La personne n'a pas pris le temps de tester son iMac avant de le vendre, visiblement. Alors ce qui peut être positif et ce qui peut être négatif, ça peut être bien parce que des fois on a des bonnes surprises, sachant qu'on peut se retrouver avec un appareil qui fonctionne parfaitement bien, ou ça peut être très très mal, parce que des fois la personne met non testé alors qu'en fait le truc est tout simplement HS. Surtout que dans le cas d'un iMac G3, c'est pas très compliqué à tester, il suffit de brancher un câble et d'appuyer sur le bouton Power. Donc on peut savoir vite fait quand même si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Bref, j'ai reçu donc mon iMac G3 et je me suis lancé dans sa restauration. Alors il n'y a pas énormément de travaux à faire dessus, il y a encore quelques petits trucs à faire dessus, mais ça vous allez voir juste après. Parce que même si c'est un appareil qui, pour le mien, a 18 ans, un peu plus de 18 ans maintenant, ça veut dire quand même qu'il y a quelques pièces à l'intérieur qui ont un peu vieilli, et en plus de ça, vous allez voir que le mien n'a pas trop aimé le transport. Donc je vous laisse tout de suite avec toute la rénovation de cet iMac. Alors après avoir reçu et déballé l'iMac, qui au passage était calé avec tout ce que le mec avait pu trouver chez lui, sans doute pour réussir à ce que ça bouge pas trop durant le transport. Donc après avoir récupéré l'iMac et de l'avoir sorti, j'ai remarqué déjà un premier problème, c'est qu'il y a un très grand nombre de pièces qui se promènent à l'intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'on commence à le bouger, on entend qu'il y a pas mal de choses qui se promènent et c'est plutôt pas bon signe. Donc j'ai commencé à inspecter un peu l'iMac et j'ai remarqué que on pouvait voir en fait les pièces qui se promenaient. C'est tout un tas de pièces en plastique et ça a l'air d'être de provenir d'une seule et même pièce. Sinon le reste de l'iMac semble très propre, hein, rien à dire là-dessus, il a l'air d'être en plutôt bon état. Alors j'ai commencé à le démonter, alors ça se démonte assez facilement, disons que l'accès à tout ce qui est carte mère notamment se fait assez facilement avec seulement quelques vis et quelques parties en plastique qui se démontent ainsi que une sorte de mèche, une sorte de partie en métal, un mèche là, qui s'en va avec quelques vis et on accède à toute la carte mère. Alors sinon, en jetant un coup d'œil à la carte mère, je peux remarquer quand même que tout était en très bon état. La carte mère n'avait pas l'air d'avoir été bricolée ou d'être en mauvais état ou d'avoir des composantes cramées ou même d'être poussiéreuse d'ailleurs. Alors ces iMacs sont passifs, hein, il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur, c'est du refroidissement entièrement passif. Ça a un avantage notamment, c'est de ne pas ramener de poussière à l'intérieur, donc c'est assez peu poussiéreux, et en plus de ça, comme la carte mère se trouve dans le bas de l'iMac et puis qu'elle est tournée vers le bas, il y a peu de chances que de la poussière se dépose sur cette partie-là. Donc la carte mère était vraiment très propre et en très bon état. Également au niveau de la RAM, hein, il y a de la RAM qui a été rajoutée dans cet iMac, ça se voit. Il y a 2 barrettes de RAM, alors que ce modèle-là en particulier était censé avoir 64 mégaoctets de RAM à l'origine. Ici j'ai 768 mégaoctets qui sont installés, donc quelqu'un a déjà remplacé la RAM. Alors une autre particularité de ces iMac, c'est que la carte mère peut se sortir très facilement. Ça tient avec quelques vis. Il y a un bloc d'alimentation qui se trouve à droite et qui est également relié à la carte mère via un connecteur et qui se démonte en même temps. Donc on peut voir également que c'est un bloc d'alim de chez LG et qui est dédié à l'alimentation de la carte mère. L'avantage aussi, donc, c'est que tout est connecté à l'aide de connecteurs carte à carte. Donc pour ce qui est des signaux entre la carte mère et les haut-parleurs, le tube cathodique, hein, l'écran et tout le reste en fait, ça se fait avec des connecteurs donc carte à carte qui sont au dos de la carte. Donc en fait ça se vient
tout simplement sans fichier dessus. Et il n'y a que le disque dur et le lecteur CD qui sont connectés à l'aide d'une nappe. Donc il y a juste ça à débrancher et tout peut sortir assez facilement. Alors pour ce qui est du démontage, j'ai un peu tâtonné parce que j'avais jamais démonté ou touché un iMac G3 comme ça avant. Donc la technique c'était plutôt d'enlever toutes les vis visibles et de voir un peu ce qui se démontait. Alors en fait, une fois qu'on connaît un peu plus l'iMac, et ça notamment pour le remontage, on sait un peu mieux dans quel ordre il faut faire, il faut démonter, remonter, dévisser les choses. Donc j'ai perdu un peu de temps au démontage en essayant de chercher un peu dans quel sens démonter ce truc parce que c'est un petit peu compliqué quand même. C'est assez simple, c'est plutôt bien fait. Mais c'est vrai qu'il faut quand même, mieux se renseigner avant d'essayer de démonter un iMac, parce que sinon on perd du temps à essayer de déboîter, d'éclipser des trucs, enlever des vis, alors qu'en fait on pourrait les enlever après. Enfin, c'est mieux de faire les choses dans l'ordre, donc il vaut mieux quand même se renseigner un petit peu avant. Ça évite de perdre du temps comme je l'ai fait moi au démontage. Sinon, pour ce qui est du disque dur et du lecteur CD, donc sur mon iMac ici j'ai un lecteur CD 24X et j'ai le disque dur qui est le disque dur d'origine, c'est-à-dire un Maxtor en 6 Go octets, donc c'est un petit disque dur et c'est celui d'origine. Donc ça c'est plutôt bien. On peut le remplacer, on peut le mettre, on peut le remplacer par un disque dur beaucoup plus grand, comme un disque dur de 80 ou je sais plus. Les disques durs IDE, les plus gros disques durs IDE devaient faire jusqu'à 120, 160 gigaoctets. Après, on est passé au SATA, donc de toute façon, il n'y a pas beaucoup plus gros en termes de disques durs IDE. Donc beaucoup de gens s'amusaient à les remplacer. Ici, c'est le disque dur d'origine, donc bon. Je trouve que c'est plutôt un bon point d'avoir des pièces comme ça qui soient d'origine. Ça montre aussi que ça n'a pas été trop bricolé. Alors après, donc comme j'ai dit, il faut s'attaquer au démontage du reste des parties en plastique pour atteindre donc toute la partie tube cathodique et électronique de puissance pour le tube. Alors, je tiens à dire tout de suite, si vous travaillez avec des tubes cathodiques, que ça soit un iMac comme ça ou un écran de télé, enfin une télévision ou quoi que ce soit, faites attention parce que les tubes cathodiques c'est pas aussi simple et aussi safe que les écrans plats qu'on a maintenant. Il y a notamment de la haute et de la très haute tension. Quand je dis très haute tension, c'est qu'on a jusqu'à 26 000 volts dans le cas de cet iMac. C'est écrit sur certains autocollants à plusieurs endroits dans l'iMac, c'est écrit jusqu'à 26 000 volts. Et encore c'est pour luminosité au minimum. Donc faites attention où vous mettez les doigts parce que c'est dangereux. Donc un tube cathodique ça se bidouille pas comme ça se bidouille pas sans savoir. Donc il vaut mieux savoir où est-ce que vous mettez les doigts avant de faire quoi que ce soit. Donc pensez toujours à décharger le tube cathodique. Si vous savez pas comment faire, allez chercher ça sur YouTube. Il y a plein de gens qui ont déjà fait des vidéos comment décharger un tube cathodique. Alors je tiens à vous dire que l'iMac se décharge automatiquement. Ça fait partie de ces écrans qui étaient assez récents entre guillemets, parce que c'est un petit peu la fin des tubes cathodiques, l'iMac, puisque les derniers sont sortis en 2002, 2003, puis après Apple est passé aux écrans plats. Donc comme c'est un écran cathodique assez récent, il y a un système de décharge automatique du tube. Donc normalement c'est assez safe au bout d'une quinzaine de minutes. Mais par précaution, vérifiez toujours que tout est bien déchargé avant d'y mettre les doigts. Je vous recommande d'ailleurs une vidéo au passage, une vidéo de John John qu'il a faite. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, La Taverne de John John, c'est une très bonne chaîne YouTube. Et il a fait une vidéo à propos de ça, à propos des télés Sony Trinitron et donc des tubes cathodiques. Et c'est très intéressant. Et si vous ne connaissez pas ou vous voulez en savoir plus sur la technologie du tube cathodique, c'est ce que je vous recommande. Donc allez jeter un oeil si vous avez envie. Bref, donc le démontage continue, il y a pas mal de parties en plastique, comme je l'ai dit, c'est assez chiant et c'est assez long. Et on atteint le tube. Et c'est là où j'ai pu constater quand même les principaux dommages sur mon iMac, qui est tout simplement le cadre en fait. Donc c'est l'encadrement du tube, c'est un peu le châssis, c'est un peu un sous-châssis, c'est une pièce qui est pas visible directement de l'extérieur, mais qui a un rôle assez important. Et la pièce est tout simplement éclatée, donc tous les endroits où il y avait quelque chose de fixé, tous les endroits où il y avait le tube qui était fixé avec des vis et même le reste du châssis, tout a tout simplement éclaté. Donc le truc est en 1000 morceaux, faut pas exagérer, je pense pas qu'il y ait 1000 morceaux, mais enfin il y a quand même un bon paquet de morceaux parce que j'ai retrouvé pas mal de plastique. Mais donc c'est clairement éclaté. Alors il y a d'autres personnes qui ont eu affaire à ce genre de soucis, j'ai retrouvé quelques photos en faisant quelques recherches. Il y a des gens qui ont un cadre qui est encore plus détruit que le mien. Donc c'est vraiment dommage que cette pièce soit si fragile parce que ça veut dire que tous ces vieux iMac ils vont devenir bientôt intransportables parce que dès qu'on voudra les transporter il faudra prendre des précautions complètement dingues si on veut pas que cette pièce finisse en 1000 morceaux. Donc c'est une pièce qui est en ABS, c'est écrit sur le dos du cadre, donc on peut savoir dans quel matériau elle est faite. Elle est faite en ABS blanche, enfin elle est censée être blanche à l'origine, puisque dans mon cas, on peut voir que la pièce a quand même plutôt bien jauni. Elle n'a plus du tout sa couleur blanche d'origine, donc là aussi c'est un problème. Je me suis lancé dans la réparation de cette pièce, puisqu'on ne peut pas en trouver de rechange, donc j'ai sorti la colle chaude. Alors,
certains diront que c'est peut-être pas la meilleure solution. Moi, j'ai choisi cette solution parce que la colle chaude, on peut tout simplement blinder de colle et essayer de recoller tous les morceaux. Alors, j'ai pas d'ailleurs recollé tous les morceaux, j'ai recollé tous les endroits où il y a des vis qui viennent se visser. Donc, j'ai récupéré comment appeler ça, les supports, hein, là où les vis viennent se fixer, qui donc étaient tous pétés. Je les ai récupérés et je les ai recollés en place. Et ensuite, j'ai renforcé le tout en remettant certains bouts que j'ai pu récupérer et que je savais où ils allaient. J'ai réussi à en remettre quelques morceaux à des endroits où ça pouvait passer. Et sinon, donc j'ai blindé le tout de colle chaude pour essayer de consolider tout ça au maximum. Alors après avoir tout recollé, il y a la question de la couleur qui se pose. Parce que le cadre, donc comme j'ai dit à l'origine, était blanc. Malheureusement, comme d'habitude avec les plastiques de ce type-là, il a pas mal jauni avec le temps. Et donc ça pose quand même un petit problème, c'est que la couleur elle est plus très belle. Donc là, il y a plusieurs solutions. Soit remonter le cadre en l'état, soit le faire ce qu'on appelle un coup de rétro-bright. Alors le rétro-bright, si vous connaissez pas, c'est une technique qui permet, généralement à l'aide de produits chimiques, de retrouver la couleur d'origine. Donc il y a plusieurs techniques de rétro-bright. Il y en a qui utilisent notamment du peroxyde d'hydrogène et des UV pour redonner la couleur blanche au plastique. Ça marche assez bien. Faut faire ça généralement quand il fait beau en été, sous le soleil, ou alors avec une lampe à UV. Et ça permet de retrouver la couleur d'origine du plastique. Le problème, c'est que ça a tendance à rejaunir assez rapidement après, c'est-à-dire que le plastique redevient jaune plus rapidement que à l'origine, on va dire, donc au bout de 2-3 ans, et même sans être vraiment exposé à la lumière, ça a tendance à rejaunir. Et puis sur une pièce qui est déjà fragilisée, avec en plus des morceaux recollés et tout, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Donc ensuite, il y a la troisième solution, c'est celle que j'ai choisie, c'est de repeindre le cadre, donc tout simplement avec une bombe de peinture. Alors j'aurais pu le repeindre en blanc pour retrouver sa couleur d'origine, mais comme j'avais de la peinture noire, j'ai décidé de le repeindre en noir. Alors c'est une décision que j'ai prise, voilà, comme ça, je me suis dit que ça serait peut-être pas trop mal, donc j'ai repeint tout le cadre en noir, et il est ressorti pas si mal que ça d'ailleurs, pour un truc recollé. Donc j'ai repeint la partie extérieure, hein. L'intérieur est toujours à moitié blanc, à moitié noir, parce que forcément quand vous peignez, ça met un peu de la peinture sur la partie arrière, mais globalement la peinture est assez propre et elle a plutôt bien adhéré à l'ABS. Alors j'ai profité d'avoir tous les morceaux étalés pour bien sûr nettoyer tout ça, hein, donc nettoyer les parties en plastique, nettoyer les éventuelles rayures, il y a quelques petites marques à certains endroits, donc j'ai tout nettoyer pour retrouver tout ça, pour remettre tout ça dans l'état le plus propre possible, avant de commencer le remontage. Mais avant de vous parler du remontage, je souhaiterais vous faire part d'un petit problème qu'il y a avec les iMac G3, donc avec le mien, mais j'ai vu également que ça concernait d'autres personnes. Ça concerne justement les haut-parleurs. Alors il y a deux haut-parleurs qui se trouvent à droite et à gauche en bas de l'écran. Donc qui sont des haut-parleurs de qualité, bon c'était pas extraordinaire, mais c'était quand même du Harman Kardon à l'époque. Apple avait fabriqué tout ça en partenariat avec Harman Kardon, qui s'occupait de la partie audio, des transducteurs et tout ça. Donc c'était pas si mauvais que ça. Le problème c'est que les haut-parleurs, ils sont complètement cuits. Normalement, j'ai fait quelques images pour vous montrer ça. La membrane, en fait, normalement, il y a toujours une espèce de membrane en caoutchouc. Elle est complètement disparue, en fait. Elle a tout simplement assez désagrégé avec le temps et certainement la chaleur, puisque c'est un ordinateur qui a quand même dû être au soleil, notamment pour que le plastique puisse jaunir comme ça sur la partie en ABS en dessous. Donc, il a dû être pas mal au soleil et à la chaleur. Et les haut-parleurs sont complètement cuits. Enfin, la membrane est complètement cuite. C'est pas pour ça qu'ils fonctionnent plus, mais disons que voilà, c'est des haut-parleurs qui font plus du tout leur boulot. Donc les haut-parleurs sont cuits. Enfin, il y a toujours un peu de son qui sort, mais ça sature immédiatement. Enfin, c'est complètement cuit. Alors j'ai pas trouvé de solution pour les remplacer. Malheureusement, puisqu'il faudrait. Alors il y a plusieurs solutions. Certains vendent les haut-parleurs, on peut les trouver, mais enfin ça se vend pour une vingtaine d'euros en général, les deux haut-parleurs. Donc je trouve que ça fait un petit peu cher pour des vieux haut-parleurs d'iMac. Sinon, il y aura peut-être la solution de simplement remplacer le transducteur, le haut-parleur en lui-même, hein, c'est-à-dire la partie qui crée le son et pas non plus toute la pièce. Donc ça c'est pareil, mais il faudrait retrouver les mêmes modèles. Donc pour le moment, j'ai remonté les haut-parleurs en l'état et bon, je verrai bien si je bricole ça ou pas plus tard. J'ai fait également la mesure de la tension de la pile du BIOS, puisqu'évidemment sur la carte mère il y a une pile pour garder notamment la date et l'heure quand vous avez débranché votre ordi. Et évidemment, sans grande surprise, la pile est complètement HS, puisque forcément si c'est la pile d'origine, enfin si c'est la batterie d'origine, je suppose que ça l'est, c'est normal qu'elle soit morte au bout de tant d'années. Donc elle est complètement claquée. Alors l'avantage c'est que c'est pas le genre de
batteries de piles qui ont tendance à couler. C'est des petites piles au lithium comme ça, mais bon, ça n'a pas coulé du tout, elle a plutôt bien vieilli, je dirais. Et l'avantage aussi, c'est que ça se remplace, il suffit de taper la référence et vous pouvez en trouver sans problème sur eBay par exemple ou n'importe où. Ça se trouve sans problème et ça vaut que quelques euros. Donc je la remplacerai sans doute un peu plus tard. Elle n'est pas essentielle, hein, mais bon, si on veut remettre tout ça parfaitement en état, il faudrait la remplacer. Alors ensuite, je me suis attaqué donc à tout le réassemblage de l'iMac. Alors ça a pris beaucoup de temps, là aussi parce que bon, bah j'ai fait ça encore une fois à peu près dans l'ordre où j'avais démonté, mais comme j'avais démonté ça sans vraiment savoir trop dans quel ordre le prendre, bon bah j'ai perdu un peu de temps également au remontage, d'autant plus que j'ai fait une petite erreur de vis à un moment, donc j'ai dû redémonter une partie de mon travail, donc je vous épargne tout le processus de remontage qui a pris pas mal de temps d'ailleurs. Et bon, tout a réussi à revenir en place. Au final, il me reste qu'une seule vis. Donc il y a une vis qui est tombée à un moment quand je démontais l'iMac, je sais pas du tout d'où elle vient, mais elle est tombée de je sais pas où, et j'ai jamais réussi à trouver où est-ce qu'elle allait. Donc il me reste une vis, sinon j'ai réussi à remettre tout ce que j'avais dévissé, donc c'est plutôt pas mal. Bien sûr, assurez-vous d'avoir tout rebranché parfaitement comme il faut, et assurez-vous également d'avoir rien laissé traîner au niveau de la partie tube cathodique, hein, donc la partie écran, parce que comme j'ai dit, donc il y a des hautes tensions, etc. Il y a pas mal de courant qui passe là-dedans, donc vaut mieux pas laisser traîner ou un truc qui serait mal branché, ou laisser traîner une vis qui serait tombée dedans, ou par exemple un tournevis ou un truc comme ça, il faut quand même faire gaffe à ce qu'on fait. Et sinon, j'avais profité également un peu de temps que j'avais pour nettoyer notamment la souris, puisqu'il y a la souris d'origine, donc la souris ronde, j'ai entièrement nettoyé, il y avait un petit peu de poussière à l'intérieur, donc ça se nettoie assez facilement, ça tient avec quelques vis, ça se démonte entièrement. C'est une souris d'ailleurs qui était faite par Logitech, j'étais assez surpris que ce soit Logitech qui fasse ça, mais c'est du Logitech. Et il me reste le clavier à nettoyer, je ferai ça un petit peu plus tard parce que généralement les claviers je préfère les nettoyer en démontant toutes les touches et puis en nettoyant tout avec de l'eau et puis en aspirant toute la saleté tout parce que généralement ça accumule pas mal de poussière, de saleté avec le temps. Donc sinon l'iMac, après il a bien sûr fallu le tester, alors là c'est un moment très important, hein, allumer l'iMac pour la première fois, sachant que j'ai aucune idée s'il fonctionne ou pas, je vous rappelle que j'ai acheté en tant que non testé. Et la très bonne surprise, c'est que non seulement l'iMac démarre, il fonctionne, et en plus de ça, le système d'exploitation, donc macOS 10. Soit 10.1 ou 10.0 qui est installé dessus, donc est toujours présent, le disque dur est parfaitement fonctionnel. Il y a macOS 9 également, donc en fait il y a les deux systèmes d'exploitation, il y a macOS 9 et OS X 10.0 ou 10.1 qui sont installés dessus, donc on peut démarrer vers l'un ou vers l'autre. Et sinon tout fonctionne, le clavier fonctionne, la souris fonctionne, l'écran fonctionne, les haut-parleurs fonctionnent, mais comme j'ai dit le son est catastrophique, le lecteur CD fonctionne, quelques réglages quand même à faire puisque l'écran a besoin de quelques réglages, donc je sais pas si... alors je sais qu'on peut régler dans les paramètres, j'ai regardé un peu, mais malgré ça il y a quand même quelques petits problèmes, et j'ai remarqué un peu plus tard, puisque donc j'ai fait cette vidéo un peu avant, j'ai remarqué que j'avais perdu encore un petit peu en qualité au niveau de l'écran, donc je sais pas trop si il y a des petits problèmes au niveau de la carte et de l'électronique qui gère l'écran, parce que comme j'ai dit, il y a pas mal de composants et notamment pas mal de condensateurs qui se trouvent dans la zone puissance et gestion de l'écran cathodique, et éventuellement les condensateurs au bout de quasiment 20 ans, et puis surtout qu'il fait quand même assez chaud dans cette partie-là, et comme j'ai dit c'est du refroidissement passif, donc c'est possible qu'il soit un peu fatigué et que ça puisse entraîner ce genre de problème, parce que je vois pas trop avec les réglages qu'est-ce qui pourrait faire ça. J'ai quelques lignes qui apparaissent, j'ai un petit défaut de géométrie également, donc j'ai essayé de régler ça, comme j'ai dit, avec les paramètres, mais même avec les paramètres, on peut pas trop retravailler ça. Donc je regarderai ça, ça fera l'objet, comme je disais, d'une prochaine vidéo, ainsi peut-être que d'un remplacement de la pile du BIOS, et éventuellement une réparation des haut-parleurs qui serait pas mal. Donc voilà ce qui resterait en gros à faire sur l'iMac, mais il fonctionne, et je suis assez content d'avoir récupéré cet iMac, parce que, comme j'ai dit, j'ai envie d'en acheter un depuis pas mal d'années, et bah là j'ai eu l'occasion de le faire. Et voilà pour mon setup iMac G3. Alors c'est une machine qui commence déjà à accuser un peu l'âge, hein, comme vous avez pu le voir, il y a quelques pièces qui commencent à sérieusement montrer des signes de fatigue, donc faites attention si vous achetez un iMac G3 d'occasion, faites attention à le manipuler avec précaution. Voilà pour cette vidéo, je ferai certainement une vidéo prochainement pour remplacer quelques petits trucs, hein. Il reste donc la pile du BIOS, il reste peut-être les haut-parleurs, que j'essaye de bricoler, et quelques réglages au niveau du tube, ou voire même des condensateurs à changer, etc. Mais on verra ça peut-être dans une prochaine vidéo. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager, etc. Dans tous les trucs habituels. Si vous avez aimé la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur Utip, à savoir utip.io/goodwin. Le lien est dans la description. Vous pourrez soutenir la chaîne facilement en regardant une petite publicité. Et je pense que j'ai rien à rajouter. Oui, n'hésitez pas également à faire un tour en temps par la page Facebook ou Twitter, ou si vous voulez me contacter, vous pouvez passer par Facebook ou par les commentaires. Et donc j'ai plus rien à rajouter. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.